Alors bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au TVC Nouvelles du 9 juillet 2020. En manchette ce soir, le port du masque obligatoire depuis le 7 juillet, le fédéral et le provincial investissent dans les routes et les ponts dans l'Est ontarien, attention aux escroqueries téléphoniques et interdiction de feu sur le territoire de Clarence-Rockland. Eh bien, c'est officiel depuis le 7 juillet. Le port du masque est obligatoire quand on se rend dans les endroits publics intérieurs de l'Est ontarien et d'Ottawa. Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario et ceux des 3 autres bureaux du territoire ont annoncé que cette obligation est une approche régionale. Les 4 bureaux invoqueront une directive en vertu du décret provincial en application de la loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence. Cette décision vise à diminuer les risques d'une seconde fermeture de l'économie, bien sûr. Pour le Dr Roumeliotis, le port d'un masque dans les endroits dans lesquels le grand public se rend ajoute un niveau de protection plus sûr contre la propagation de la COVID-19. Des données scientifiques prouvent que le port du masque est un moyen efficace de prévenir la propagation de la COVID-19. Les masques doivent couvrir le nez, la bouche et le menton. Des exceptions seront faites, par contre, pour les personnes qui sont incapables de porter un masque à cause de problèmes de santé. Elles pourront être exemptées. Dr Roumeliotis rappelle qu'il est toujours important de continuer de se laver les mains naturellement pendant au moins 20 minutes et de garder une distance encore d'au moins 2 mètres, 6 pieds, avec les autres personnes. Un sursis d'1 semaine est prévu, par contre, à l'application de la directive, mais ça n'empêche qu'on peut commencer tout de suite. Alors, c'est soit jusqu'au 14 juillet à minuit, dès le 15, on doit tous porter un masque en magasin. Et ça, c'est jusqu'à avis contraire. On écoute justement ce sujet la députée provinciale Amanda Simard. Alors Amanda, tous les partis, avec la nouvelle qui est sortie cette semaine du port du masque obligatoire, tous les partis politiques en Chambre à Toronto sont satisfaits de cette décision-là du Dr Roumeliotis? Oui, il faut, Annie, faire confiance à nos professionnels de la santé quand ça vient à prendre des mesures pour protéger nos communautés. Donc, dans chaque région, les médecins hygiénistes prennent des décisions qui sont appropriés pour leur secteur. Alors, chez nous, dans l'Est ontarien, c'est Dr Paul et le Dr Paul a déterminé que c'était la meilleure chose à faire pour notre région. Et on voit que partout dans la province, ça commence à être, le masque est obligatoire dans plusieurs régions. Alors, je pense qu'on va voir un mouvement là, pour le port du masque obligatoire partout dans la province. Oui. Mais ça va par secteur. Pardon? Ça va par secteur. Donc, il n'y a pas une loi provinciale. C'est vraiment chaque région ont décidé par eux-mêmes qu'est-ce qui était mieux pour leur région. OK. Ça n'aurait pas dû venir avant, ça, le port du masque obligatoire, selon vous? C'est ce qu'on a discuté avec Dr Paul cette semaine et la semaine dernière. Oui, parce que vous lui parlez régulièrement. Hein? Oui, à chaque semaine. À chaque semaine, on a des conversations, des briefings avec le Dr Paul et c'est parce qu'avec le coronavirus, on a des nouvelles informations constamment, alors on s'adapte. Et avant, on ne savait pas que les gens asymptomatiques, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est asymptomatique. pouvaient transmettre le virus. Donc, c'est pour ça que le port du masque n'était pas recommandé ou nécessaire. D'accord. Mais avec les nouvelles informations, c'est ce que le Dr Paul nous a dit, c'est la meilleure chose à faire, mais avant, on ne le savait pas. Alors, on s'adapte. Puis, on a dit, c'est quelque chose qui vient de sortir aussi, c'est nouveau, que ça se promenait dans l'air. Hein? C'était un spray. Mais c'est ça le défi, c'est que ça change et il faut vraiment être prudent. Je pense que c'est certain que le port du masque obligatoire, ça crée quand même des vagues chez certaines personnes. Il y a toujours des gens qui
veulent pas adhérer à ces mesures-là, à ces règles-là, mais il faut être plus prudent. Il faut vraiment essayer de prendre des mesures qui peuvent peut-être avoir l'air exagérées, mais je pense que c'est la raison pourquoi on a si bien fait dans notre région. On n'a pas beaucoup de cas, 165 cas en tout à ce jour. C'est vraiment bas, mais ça, c'est justement parce qu'on a pris des mesures encore plus prudentes que peut-être qui étaient nécessaires, mais vraiment, on a très bien fait. Alors, il faut continuer. Je sais que le port du masque, c'est vraiment, je pense que c'est une habitude à prendre. Oui. C'est difficile au début parce que même ceux qui veulent vraiment porter le masque, qui veulent vraiment bien faire, on oublie. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Je conduis au magasin, je suis toute prête, j'arrive à la porte, oh non, j'ai oublié le masque. Oui, c'est une habitude à prendre, oui. C'est une habitude à prendre, mais comme le Dr. Paul a dit, la première semaine, c'est une semaine d'éducation. On ne va pas commencer à dire aux gens qui n'ont pas le droit d'entrer. Mais c'est ça, ils ont une semaine de sursis, si on veut, jusqu'au 14 juillet. À partir du 14 juillet, tout le monde a le masque. Vous parlez chaque semaine au Dr. Paul Roumeliotis. De quoi vous parlez chaque fois? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent? Oui. Donc, tous les mardis à 2h30, on a un appel et le Dr. Paul nous fait un briefing. On est quelques personnes et nous explique c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau, le nombre de cas, c'est quoi les défis. Là, on parle de l'étape 3, de la phase 3. Il nous dit aussi qu'est-ce qui va être annoncé, donc un peu à l'avance pour qu'on puisse se préparer parce qu'en tant qu'élu, on a les mêmes questions souvent et c'est nous qui est responsable de répondre aux gens de leurs inquiétudes. Alors, il va nous faire un petit briefing de qu'est-ce qui se passe et là, c'est là qu'on peut poser nos questions et moi, j'anticipe un peu ce que les résidents vont poser comme question. Par exemple, pour le port du masque obligatoire, les résidents veulent savoir, mais c'est où? Qu'est-ce qui arrive avec mon enfant? Moi, je suis asthmatique. Ben oui. Fait qu'il y a toutes sortes d'exceptions. Alors, pour les enfants, qu'est-ce qui se passe? En bas de 2 ans, non, pas obligatoire. Et aussi ceux avec des conditions médicales, c'est vraiment, on force pas ça. Et on dépend de la bonne foi des gens. C'est vraiment, on va pas commencer à demander pour des notes médicales. Alors, c'est vraiment, on veut vraiment que les gens s'assoient de par eux-mêmes. Et jusqu'à présent, je dois dire, ça fait déjà quelques jours, les gens portent tous des masques. C'est une super bonne réception. Je suis tellement fière des gens de chez nous. Vraiment, là, depuis le début, c'est vraiment fantastique de voir à quel point les gens respectent les règles et surtout avec ça, c'est pas le fun de se faire dire quoi faire, surtout dans les circonstances comme ça. C'est pour le bien des autres et de pour nous. Le bien des autres. Et de nous. Et je sais que c'est achalant, les masques. Même moi, j'aime vraiment pas ça, mais je sais que c'est pas à propos de moi, c'est à propos des autres. Et c'est comme ça que ça va être pour un petit bout, c'est le nouveau normal. Est-ce qu'il va y avoir des contraventions, Amanda? Pour ceux qui ne portent pas les masques. Définitivement pas la première semaine. Je pense que il faut pas... Les gens peuvent vous refuser, les établissements peuvent vous refuser déjà d'entrer, mais honnêtement, ni pour les contraventions, je pense pas qu'on s'en va là parce que c'est vraiment de bonne foi. Il faut être de bonne foi et je pense que ça serait vraiment rare d'avoir une contravention pour ça. Pour ça. Pour terminer, Amanda, vous avez parlé de la 3e phase. On s'en va vers la 3e phase? Oui. Donc, qui consiste en ce moment, il y a des discussions parce que ça fait déjà 4 semaines qu'on est dans la phase 2. Alors, le gouvernement, avec les médecins hygiénistes de toutes les régions, étudie présentement la situation parce que si les cas demeurent pareils au même niveau pour une autre semaine, on peut entrer dans la phase 3. Et ça, c'est excitant.
Mais ça veut juste dire que les restaurants, on peut aller à l'intérieur. OK. Il y a un peu moins de restrictions, mais le gouvernement a déjà dit que le nombre n'allait pas augmenter le 10, le chiffre 10. On reste au 10. On reste au 10. Ça n'a pas rapport avec la phase 3, ça. Ils peuvent le changer, mais c'est pas lié avec la phase. OK. Alors, mais ça, c'est excitant. On voit la lumière au bout du tunnel, Annie. C'est vraiment... En espérant que la deuxième vague ne nous frappe pas. Non, mais on va avoir appris plusieurs leçons. Je pense qu'on va être mieux préparé. Et c'est pour ça le port du masque. Parce que moi, si on me demande si j'ai le choix entre porter le masque obligatoirement ou de fermer l'économie, vous pouvez être certain que je choisis le port du masque. Parce qu'on peut pas continuer en lockdown, en quarantaine comme qu'on a fait. Amanda Simard, je vous remercie beaucoup. Merci. Selon des rapports reçus des autorités sanitaires et territoriales et de sites web publics, eh bien, le gouvernement du Canada veut prévenir des voyageurs qui se trouvaient à bord de certains avions ayant récemment effectué des vols intérieurs et internationaux et qui pourraient avoir été exposés à la COVID-19. Les autorités fédérales disent avoir l'assurance qu'à bord de ces vols intérieurs, il y avait bien des cas confirmés de la COVID-19. On parle ici d'avions d'Air Canada qui ont effectué des vols entre le 23 juin et le 2 juillet. 2 avions avaient quitté Toronto pour Montréal et 2 autres ont fait le trajet inverse. Ceux qui sont partis de Toronto se sont rendus à Saskatoon et Winnipeg. D'autres vols internationaux ont survolé le ciel canadien, dis-je bien, entre le 25 juin et le 2 juillet. Bien, ça a été le cas pour 2 vols d'Air France entre Paris et Montréal. Un avion d'Aéro Mexico qui reliait Mexico à Vancouver. Un vol de Delta entre Delta et Toronto. Et 4 vols d'Air Canada en direction de Toronto, partis de Mexico et de Cancun, et à 2 occasions, partis de Fort Lauderdale. Le gouvernement canadien rappelle à tous les voyageurs revenus récemment au Canada de se placer obligatoirement en quarantaine pendant 14 jours. Ça, c'est symptômes ou pas. Eh bien, le Canada et l'Ontario investissent dans les routes et les ponts dans les collectivités rurales de l'Est Ontario. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario mesurent à quel point la pandémie de la COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités rurales de la province. Les 2 gouvernements font des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales et nordiques de l'Ontario et de les aider ainsi à renforcer leurs économies locales. Eh bien, ce sont plus de 9 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral et plus de 6,5 millions de dollars qui proviennent du gouvernement provincial qui seront distribués entre 5 projets d'infrastructure dans l'est de l'Ontario. La municipalité de la Nation, le canton de North Granville, Cornwall et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry pourront ainsi améliorer leurs ponts et aussi améliorer la sécurité de leurs routes. L'été qui arrive apporte avec lui le retour des moustiques et le risque d'être infecté par le virus du Nil occidental. Surtout en ce moment où il fait très, très chaud, très humide, les moustiques se prolifèrent rapidement. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario invite donc les gens à se protéger et à faire le tour de leur propriété pour éliminer tous les endroits qui attirent les moustiques. Selon le Dr Paul Roumeliotis, la présence du virus du Nil, dis-je bien, du Nil occidental dans notre région préoccupe les experts. Les gens doivent en être conscients et prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger, a-t-il dit, pour se protéger des piqûres de moustiques pendant qu'ils sont à l'extérieur. Pendant que vous êtes dehors, le BSEO recommande donc de vous vêtir de vêtements longs lorsqu'il y a la présence de moustiques à l'extérieur. Bon, c'est difficile quand il fait très chaud. On se munit de chasse-moustiques. Et justement, il faut se munir de chasse-moustiques si on n'a pas de manches longues. Il conseille également de surveiller et de vider les endroits propices à l'accumulation d'eau stagnante. Justement, c'est le lieu de prédilection pour leur prolifération.
Eh bien, le développement économique et touristique des comtés unis de Prescott et Russell demande la participation de la communauté des affaires pour rédiger le plan de réponse et de relance économique de Prescott-Russell. C'est par le biais d'un deuxième sondage que l'opinion des entrepreneurs de la région sera prise en compte pour mesurer l'évaluation de la situation actuelle. Carole Lavigne, directrice du développement économique et touristique des CUPR, explique quant à elle craindre la fatigue de la communauté des affaires envers les sondages. Parce que, explique-t-elle, depuis les derniers mois, les entrepreneurs de la région ont souvent été sollicités par plusieurs organisations. Mais selon Mme Lavigne, le sondage est le moyen le plus efficace pour consulter des entrepreneurs à l'échelle régionale. On peut plus les atteindre de cette façon-là. Le sondage sur l'évolution des impacts de la COVID-19 sur les entreprises de Prescott et Russell a été envoyé cette semaine aux entreprises qui figurent sur la liste de distribution du DETPR. Les entreprises qui ne l'ont pas encore reçu peuvent communiquer avec le DETPR pour en obtenir un. On a jusqu'au 15 juillet pour retourner ces réponses au DETPR. Alors, on va parler d'arnaque ici. Si vous recevez un appel vous demandant une grande quantité d'argent et de déposer dans un compte Bitcoin pour soutenir des programmes de prévention contre la criminalité, c'est que vous faites face à une escroquerie téléphonique. La police provinciale de l'Ontario met en garde la population de l'Est ontarien contre ce genre de magouille. Elle souligne que déjà, il y a une personne qui aurait perdu plusieurs milliers de dollars. Elle s'est fait avoir, elle s'est fait prendre. Mais bon, grâce à une technologie appelée call spoofing, l'arnaqueur est en mesure de programmer l'affichage des appels pour faire apparaître sur le téléphone de la victime un numéro local ou encore qui lui est familier. Et dans certains cas, l'afficheur de la personne appelée peut indiquer que l'appel provient aussi du détachement de Russell, de la police provinciale de l'Ontario. La PPO ne demande jamais d'informations bancaires par téléphone, tout comme Revenu Canada, et elle ne sollicite pas de dons pour des programmes de prévention de la criminalité, dis-je bien. Plusieurs organismes de première ligne dans l'Est ontarien profiteront d'un investissement de plus de 2 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé Centraide de l'Est ontarien. Ce fonds de soutien communautaire d'urgence du Canada, c'est un appui communautaire pour que les organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui sont en première ligne de la pandémie et qui servent de bouée de sauvetage pour de nombreux Canadiens vulnérables puissent en profiter. Les 18 programmes visés touchent les besoins en nourriture et en équipement de protection, les programmes sociaux multilingues et aussi les ressources de soutien en santé mentale. Chaque année, Valoris remet des prix d'excellence dans le cadre de son gala de reconnaissance pour ses employés. Il s'agit d'un moment important pour souligner le travail exceptionnel des employés, mais aussi de certains partenaires qui aident l'organisation à réaliser sa mission de service. Cette année, le gagnant du prix d'excellence pour la catégorie partenaire est le ministère du solliciteur général, plus précisément les agents de probation du bureau de Hawkesbury. Ceux-ci se démarquent de par leur disponibilité, leur rapidité de réponse, leur professionnalisme, leur dévouement et leur flexibilité. C'est un partenaire avec lequel Valoris travaille étroitement depuis plusieurs années. Ensemble, ils s'assurent que les personnes en besoin de soutien terminent le programme qui leur est destiné. Eh bien, à Rockland, maintenant, le service d'incendie de la cité de Clarence-Rockland rappelle à tous qu'il est interdit de faire des feux à ciel ouvert. L'interdiction complète de brûler n'inclut pas uniquement les foyers qui n'ont pas de protection, mais ça inclut les feux qui sont faits dans les foyers extérieurs qui sont couverts, eux. Cette interdiction se poursuivra jusqu'à avis contraire. Et je crois que ça va durer assez longtemps parce qu'on nous annonce la chaleur pour la semaine prochaine aussi, et peut-être l'autre semaine. Il faudra être vigilant et ne pas céder à la tentation. De toute façon, il fait chaud. Eh bien, l'hôtel de ville de Clarence-Rockland, les salles communautaires, les arénas de Clarence-Rockland et de Clarence Creek et le complexe Jean-Marc Lalonde restent fermés pour le moment au public. Les groupes religieux qui aimeraient utiliser un lieu de culte pour pratiquer leur foi doivent contacter, eux, la cité de Clarence-Rockland. Et puis, les camps d'été du YMCA
de Clarence Rocklin commence lundi prochain, le 13 juillet, au complexe récréatif et culturel. Les camps sont différents par contre cette année et respectent les directives du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario et du ministère de la Santé de l'Ontario. Les installations de complexes demeurent cependant fermées au public. Pour sa part, la bibliothèque ça continue ses opérations et elle reste toujours ouverte. On peut se procurer les livres que l'on désire, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, à la porte. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre TVC Nouvelles du 9 juillet. Je vous remercie d'avoir été là, encore une fois, nombreux. À la prochaine. Au revoir.